Alors dans cette vidéo, la présentation de la partie 3 du chapitre de génétique, l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations, que vous allez travailler par groupe, avec donc tout d'abord un rappel de l'équilibre de Hardy-Weinberg, les facteurs qui empêchent d'atteindre l'équilibre, une différenciation génétique obligatoire pour terminer. Donc, tout d'abord, les rappels de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, cette page contient, comme toutes les activités que l'on va voir, une question globale, mais elle a ici été déclinée en différentes questions. C'est le questionnement guidé auquel je vous conseillerais d'aller pour les autres pages également. Alors, rappel de l'équilibre, vous connaissez ceci et donc vous savez compléter ce tableau P carré phénotype A, puisque c'est le génotype AA qui est ici présent, PQ pour le génotype grand A, le phénotype grand A qui correspond aux hétérozygotes, PQ également pour les autres hétérozygotes, et enfin P carré pour le phénotype petit a qui correspond à petit a petit a. Tiens, il y a une faute ici, je l'avais pas vu. Petit a ici. On vous demande de démontrer que la fréquence allélique n'évolue pas au fil des générations. C'est ce qui caractérise l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Et je vous invite donc pour cela à calculer la fréquence des allèles dans la nouvelle génération N+1. Donc on va appeler cette fréquence P', qui est donc la fréquence de l'allèle grand A tout d'abord à la génération N+1. Il vous suffira de prendre la fréquence du génotype grand A, qui est donc P carré, plus 1/2 de la fréquence des allèles des génotypes hétérozygotes grand A, petit a. C'est à vous. Pour le deuxième document, on vous demande d'indiquer les fréquences de P et Q pour lesquelles le nombre d'individus hétérozygotes est maximal. Alors là, c'est tout simple. Nombre maximal, c'est le sommet de cette courbe en cloche. Et donc, vous pourrez déterminer P et, par déduction, Q. La mucoviscidose maintenant, on vous demande de calculer les fréquences génotypiques et alléliques, ah non, pas la mucoviscidose tout de suite, pardon. Dans le cas d'un système de groupe sanguin qui est le système MN, et montrer par le calcul que le modèle de Hardy-Weinberg s'applique. Alors, vous avez toujours des soucis avec ça. Vous allez d'abord calculer les fréquences génotypiques réelles, tout simplement l'effectif divisé par le total. Puis, vous allez déterminer les fréquences alléliques, puisque la fréquence de A, c'est P carré. Vous calculerez la racine et vous obtiendrez le chiffre. Pour petit a, évidemment, ce sera 1 moins cette valeur. Et vous en déduirez ensuite les fréquences génotypiques calculées. Alors pour MM, on est parti de ça comme exemple. Donc vous allez calculer pour MN et pour NN, bien sûr, 2PQ et Q carré. Et vous allez voir que vous allez trouver quasiment les mêmes valeurs ici et là, donc l'équilibre est atteint. On vous demande ensuite de compléter le tableau. Ça y est, nous sommes à la mucoviscidose, j'avais un temps d'avance. Et une autre maladie, l'hypercholestérolémie familiale, une maladie dominante en l'occurrence, enfin dont l'allèle responsable est dominant. Et vous allez donc calculer les valeurs de Q et de P pour montrer qu'on est à l'équilibre. Vous devez ensuite positionner ces 3 cas de figure sur le graphique du document 2, donc à la fois le système MN précédent, l'hypercholestérolémie et la mucoviscidose, et en déduire quelle est la notion construite dans ce paragraphe. Ça, c'est un petit peu tôt, mais c'est pas grave. Deuxième point, les facteurs qui empêchent d'atteindre l'équilibre avec 2 activités.
on parle tout d'abord de la sélection naturelle avec ces phalènes du bouleau. Et donc, les questions détaillées que vous pouvez trouver sur Internet, mais que je vous ai mises ici, c'est tout d'abord de décrire les résultats de l'expérience de Kettlewell et justifier le fait que ces résultats illustrent un cas de sélection naturelle. On a des papillons clairs, des papillons sombres. La révolution industrielle en Angleterre a fait que les troncs des bouleaux qui étaient blancs initialement sont devenus couverts de suie, donc noirs, et les papillons noirs, qui étaient rares à l'époque, sont devenus avantagés. La forme carbonaria, carbone, a été favorisée dans les régions polluées. Donc c'est ce que vous devez expliquer grâce à ces deux tableaux d'études dans les zones polluées ou non polluées. Ce sont des travaux de capture, marquage, recapture, comme vous l'avez vu en enseignement scientifique. Attention quand même, quand on recapture peu d'individus, ça veut dire que beaucoup ont été mangés. Donc la sélection naturelle a œuvré beaucoup sur leur forme. Ici, ça vous permettra de répondre à la... je vais trop vite. À la question suivante, oui, formuler quelques critiques au sujet de l'expérience de Kettlewell. Ces critiques, vous pouvez les construire à partir de ces propositions qui vous sont faites ici. Les papillons, ils s'étalent jamais comme ça sur les arbres, notamment. Deuxième exemple, la sélection sexuelle chez ces grenouilles. Alors vous me rappellerez que je dois vous faire entendre le fameux Chuck de ces grenouilles qui souhaitent se reproduire. Alors c'est une grenouille minuscule qui a la taille d'une pièce de monnaie, mais qui fait énormément de bruit et qui change de bruit en habitant à proximité des villes où il y a plus de sons à l'extérieur que par rapport aux forêts. Et vous devez expliquer cette sélection sexuelle qui fait que les femelles, donc le chant des mâles est différent. Il a une fréquence plus élevée en milieu urbain qu'en milieu forestier. Et en fait, il y a une sélection des femelles qui vont mieux répondre, préférer le chant des urbains. Il y a donc eu sélection naturelle et vous devez justifier le fait que cette sélection participe aux écarts à la loi d'Hardy-Weinberg. Deuxième point, l'effectif de la population et la dérive génétique. Alors ici, on revient à nos drosophiles avec des logiciels qui permettent de modéliser la dérive génétique. Alors ici, on en a un que je n'ai pas trouvé sur Internet. Il semble un peu compliqué à télécharger. Il y en a un autre qui est beaucoup plus pratique. Alors cette expérience de Bury étudie donc les yeux des drosophiles avec un allèle qui est étudié dans plein de populations, 107 populations de drosophiles, et ceci sur 19 générations, donc c'est ce qu'on voit ici en 3D, le nombre de générations, le nombre d'exemplaires de l'allèle et le nombre de populations qui portent ces allèles. On voit que génération après génération, la fréquence de l'allèle, elle varie. Elle augmente, elle diminue, et cette variation est guidée par le hasard qui répond à la dérive génétique. Donc la question 2 détaillée vous dit le logiciel précédent, la PopGen, mais moi je vous conseille Dérive génétique de Consentino que vous pouvez télécharger. Vous allez obtenir ces courbes-ci qui montrent en fait que quand on a un effectif de population faible, 50 individus, il y a énormément de variations, il y a des allèles qui disparaissent, il y a des allèles qui sont fixés, et par contre, si on a une grande population, 1000 individus, on est toujours entre 0,3 et 0,7, et il n'y a pas de fixation d'allèle et pas de disparition d'allèle.
C'est ce que vous devez répondre à la question. On arrive maintenant au petit 3, l'impact des migrations. On voit ici que pour ces oiseaux, l'impact des migrations est grand, puisqu'entre 1990 et 2015, les immigrants successifs ont intégré leurs allèles à ceux de la population jusqu'à atteindre 75% des allèles de la population en 2015. Les immigrants ont donc contribué à augmenter la diversité allélique de la population. On s'écarte donc de l'équilibre. On vous demande ensuite de justifier que les migrations participent aux écarts à l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Eh bien, vous compléterez ce texte et chercherez la notion construite au sein du paragraphe grand B. Grand C maintenant, une différenciation génétique obligatoire. On peut dire qu'il y a une évolution constante. On étudie ici une plante avec des fleurs de formes différentes et on vous demande de montrer que des sous-espèces géographiquement proches sont également proches parentes, formant un anneau autour de la mer des Caraïbes. C'est le document, c'est pas celui-ci qui permet de répondre, c'est le troisième. Ensuite, on vous demande d'utiliser le document 1C, donc celui-ci, pour montrer qu'une différenciation génétique progressive est observée entre ces sous-espèces. Vous pourrez compléter ce texte pour y répondre. Et à partir de ce document, vous pouvez expliquer pourquoi les espèces en vert ici, qui sont pourtant proches géographiquement, ne peuvent plus se reproduire entre elles parce qu'en fait, la différenciation s'est faite en cercle, en anneaux, dit-on, autour de la mer des Caraïbes. Donc les premiers individus étaient ici, puis là, puis là, puis là. On le voit dans l'arbre phylogénétique, puis là. Et donc ceux-ci sont très différents parce qu'il y a eu un long temps et donc une accumulation de mutations. L'exemple du brochet maintenant et de populations de poissons qui sont mangés par les brochets. Ce document montre qu'en présence du brochet, on a plus ou moins d'individus nains ou d'individus géants. Vous pouvez compléter ce texte. Et les individus nains et géants ne vivent pas aux mêmes endroits, comme le montrent ces documents. Là aussi, vous complétez. Et c'est intéressant puisque ça montre que cette spéciation est guidée par l'environnement biotique, donc d'autres êtres vivants que sont les brochets. Quelle est la notion construite au travers de ce paragraphe? Là, c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Petit 2, vers une définition génétique de l'espèce. Vous avez ici des chiens qui sont tous de la même espèce Canis familiaris, et pourtant ils se ressemblent pas franchement, donc on peut pas dire que le critère de ressemblance soit bon. Et on a ici deux oiseaux qui se ressemblent énormément, mais pourtant qui appartiennent à des espèces différentes. Donc aussi bien ces deux exemples montrent que notre définition classique du terme espèce n'est pas toujours correcte, et notamment que le critère d'interfécondité a des limites puisque des individus d'espèces différentes peuvent parfois se reproduire. Je pense à l'ours blanc et à l'ours brun, exemple que vous avez peut-être vu précédemment. On arrive ici à l'étude de la girafe et on vous demande, à l'aide de cet exemple, de montrer que des espèces pour lesquelles on n'avait pas vu de différence, on pensait que c'était une seule et même espèce, sont en fait plusieurs espèces. Vous compléterez ceci, ainsi que ceci. Je vais vite parce que je suis presque à la fin de la vidéo. La notion 53. Et voilà qui termine ce paragraphe. Vous avez différents QCM ou questions
qui sont intéressantes de travailler pour